Bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue pour cette troisième vidéo sur le deuxième texte que je vais aborder, qui est Parfum exotique de Baudelaire. Donc, encore une fois, les fleurs du mal. Je vais faire juste une analyse linéaire, pardon, et aller très vite là-dessus. Je voudrais juste revenir sur euh, euh, répondre à Stéphane sur la remarque notamment euh, sur des Profundis. Est-ce que c'était une référence à Wilde? Oui, de ma part, oui, évidemment. J'aimerais bien faire quelque chose sur Oscar Wilde, même si c'est pas au programme. Je pense que ça serait bien pour la culture générale. Euh, Wilde étant un poète extrêmement important et par certaines correspondances pourrait être rapproché de Baudelaire. Voilà. Alors, si j'ai le temps, évidemment, parce que il faut aussi que j'avance, j'ai pas mal de textes à faire, à aborder. Alors, je vais me contenter d'une analyse littéraire. Par ailleurs, euh, je rappelle que les cours sont gratuits, hein. Vous avez vu sur Facebook sans doute mon post d'avant, les cours sont gratuits et je n'ai pas l'intention de me faire rémunérer pour ça. Euh, Ensuite, pour s'initier à Baudelaire, si c'est pas encore fait, et il serait temps, si vous l'avez au programme et que vous avez une séquence dans laquelle vous avez Baudelaire, il est grand temps de se renseigner. Je sais, par expérience, que vous ne le faites pas forcément. Donc, c'est important, vraiment. Faites-le parce que ça vous sera reproché si vous ne connaissez pas au moins un minimum de la vie de Baudelaire. Je vous renvoie un Que sais-je de la collection l'édition c'est PUF, je crois, Presse universitaire de France, et je renvoie au Que sais-je, extrêmement bien fait, sur Baudelaire qui s'appelle Baudelaire et la modernité politique, qui est de Dominique Rincé. Je vous renvoie éventuellement aussi aux ouvrages de Walter Benjamin, si vous en avez chez vous, toutes les analyses de Claude Pichois. Euh, je vous renvoie, voilà, ça sera déjà suffisant. Si vous pouvez déjà essayer de trouver le que sais-je, ce serait vraiment pour vous une bonne chose. La deuxième chose, euh, dernière chose, il y a un livre qu'il faut éviter, à mon sens, c'est le livre de Jean-Paul Sartre sur Baudelaire, qui est euh, euh, d'une très grande stupidité, comme beaucoup de choses chez Jean-Paul Sartre, qui explique que Baudelaire était un faible, que voilà, qu'il n'a pas voulu engager sa responsabilité, etc. Toujours dans cette philosophie de la responsabilité. Bon, c'est fumeux, c'est stupide, euh, c'est en plus anachronique. Voilà, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc celui-là, si vous le voyez dans la bibliothèque des parents, vous pouvez le mettre de côté. Par ailleurs, par ailleurs, je vais donc aborder Parfum exotique. Je rappelle, à toutes fins utiles, que le contexte historique est toujours fondamental, la connaissance de la vie de l'auteur, c'est un plus, évidemment. Euh, En ce qui concerne Baudelaire, comme vous le savez sans doute, je vous en avais déjà parlé, là, on s'approche un petit peu de l'idéal. Euh, la position de Baudelaire peut-être parfois peut vous sembler, et de grands commentateurs ont pu le dire, de grands historiens ont pu le dire, à mon sens, euh, à- en se trompant, la position de Baudelaire peut sembler parfois un peu être une pause. Une pause, c'est-à-dire, euh, ça, ça peut donner l'impression que c'est une attitude un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, voilà, forcée. Or, Baudelaire vraiment est un homme très sensible, hyper sensible, toute sa vie le montre.
il sera par exemple face aux événements politiques, il sera véritablement bouleversé par exemple par tout l'élan insurrectionnel populaire de février 1848. Il sera atterré par la répression qui s'en suivra, des journées de juin, et absolument terrifié par le coup d'État du 2 décembre 1851. Et vraiment, quand je dis terrifié, c'est vraiment, il était de ces personnes hypersensibles qui sont profondément touchées par des événements extérieurs. Il a vécu ça carrément comme une castration symbolique. euh, L'échec de 48, c'était vraiment pour lui un échec d'ordre intime. Euh, il l'a ressenti vraiment au plus profond de son être. Euh, et évidemment, ça a des conséquences. Comment est-ce qu'il lutte par rapport à ça? En essayant de trouver un peu de beauté, on le verra dans Parfum exotique, et aussi en prenant des attitudes provocatrices. C'est là où on peut penser qu'il s'agit d'une pause, mais moi je ne crois pas. Je crois que euh, toutes ces réactions-là sont des réactions qui lui permettent de surmonter justement la peine qu'il ressent. Et voilà. D'où sa position, son côté un peu dandy. C'est parce que l'idéal est devenu une espèce et a sombré dans un naufrage, euh, que il voilà, va afficher un grand pessimisme dont euh, la façade en fait est une forme de dandysme. Euh, Ce qu'il va retirer des années de l'insurrection de 48 et de sa, disons, oui, de sa répression, c'est que la nature humaine est profondément mauvaise, et que il est fort possible que la société soit profondément décadente. Et justement, c'est là que Baudelaire demande à l'art de transfigurer le réel dans le rêve et l'utopie. Et par exemple, on va trouver dans Parfum exotique une, une, un exemple, enfin oui, une illustration, pardon, voilà, de ce fait. Euh, alors, Parfum exotique, c'est le premier texte d'un ensemble de 43 poèmes consacrés à l'amour, dans Spleen idéal, et il inaugure, ou presque, le cycle des poèmes amoureux consacrés à la femme euh, qu'il a profondément aimée, Jeanne Duval, qu'il appelait sa Vénus noire. Ce sont des poèmes, c'est un cycle de poèmes qui s'étend du numéro 20 au 35, à peu près. Voilà. Jeanne Duval, qui est Jeanne Duval? C'est une très belle métisse que Baudelaire a rencontrée en 1842, à son retour de l'île Maurice, avec laquelle il a entretenu une liaison amoureuse jusqu'environ 1855. Elle va lui inspirer beaucoup de poèmes, qui célèbrent notamment l'amour sensuel. 3 thèmes récurrents chez Baudelaire: le parfum ou l'odeur, la femme, l'évasion. Tous ces thèmes sont associés dans ce poème à travers l'évocation exotique d'un paysage insulaire et paradisiaque. Et le sonnet retrace le cheminement d'une rêverie qui repose essentiellement sur une fusion harmonieuse des sensations et qui va conduire euh, le corps du poète vers la femme aimée, comme est représentée elle-même comme une île idéale. Donc il y a 2 mouvements, à mon sens, hein, du vers 1 au 8 et du vers 9 au vers 14. D'abord, le vers 1 et 2, vous avez la naissance de la rêverie. Si je reprends le poème, avec des conditions favorables à la naissance de la rêverie, puisque il a les 2 yeux fermés. Et il est réceptif à l'odeur de la femme. Vous pouvez le trouver sur internet, hein, si vous l'avez pas sur votre. Si vous ne le trouvez pas, pour ceux qui n'ont pas, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas le livre,
Vous pouvez le trouver sur internet assez facilement, il suffit de taper parfum exotique, vous pourrez le lire sans aucun problème. Donc les deux yeux sont fermés, c'est propice à la rêverie. Il est réceptif à l'odeur de la femme, c'est un moment manifestement un moment de détente, on est dans la pénombre, la tombée du jour, les conditions climatiques semblent agréables, et la femme est une source de sensualité, on a l'odeur de le sein, etc. Donc il y a une connotation érotique avec le sein chaleureux. Le contexte est celui d'une relation intime, érotique, et peut-être même amoureuse. Et l'accent est mis sur la perception olfactive du poète, je respire, comme il dit. C'est l'odeur du sein de la femme qui va déclencher l'imagination au sens propre du poète, c'est-à-dire la faculté de créer des images intérieures. Et c'est la sensation olfactive qui va déclencher d'abord une série de sensations visuelles. Euh, Ensuite, au vers 3 et 4, vous avez l'apparition du paysage. Euh, je vois, d'ailleurs, de voix n'apparaît qu'au vers 3. Il est mis en valeur par sa place au début du vers, il est donc accentué. Et la conjonction de subordination quand, euh, la conjonction de subordination quand et la position symétrique de je respire et de je vois en début de vers souligne qu'il y a un lien très étroit entre la perception olfactive et la perception visuelle. Les deux phénomènes ont lieu en même temps. C'est un phénomène, évidemment, qu'on appelle de simultanéité. Il y a une puissance subjective de l'odeur, de la femme, qui provoque le déploiement d'une vision d'un paysage maritime. On voit, je vois dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone. Euh, les rivages heureux suggèrent le paysage très vaste. Du vers 2 au 3, on a un paysage exotique qui s'est substitué au corps féminin, et la femme a libéré l'esprit, donc l'imagination du poète a voyagé, et la femme s'éclipse au profit du paysage. Euh, Elle réapparaîtra une seule fois, à nouveau, au travers de son odeur, au vers 9. Oui, vers 9, guidé par ton odeur vers de charmants climats. On a la sensation d'une lumière de qualité qui baigne ce paysage, une chaleur, une intensité lumineuse qui se combinent. Ensuite, on a l'évocation d'une île, du vers 5 au 8. Une île, qu'est-ce que c'est? C'est un topos littéraire, un lieu. Hein, en grec, topos, ça veut dire lieu. Elle est associée à quoi? À un paysage paradisiaque, protégé de l'extérieur. C'est un lieu, en fait, ce qu'on appelle une utopie, hein, c'est-à-dire un endroit dans lequel on peut s'évader sans être ennuyé par quiconque. Conformément au topos, cette île est nourricière. Baudelaire parle de fruits savoureux qui y poussent en abondance. Cette île, l'adjectif associe implicitement l'île et la femme évoquée au début, qu'on imagine volontiers nonchalamment allongée comme ça, alanguie. Après la mention de la végétation survient ensuite celle de la population de l'île. Baudelaire souligne la beauté et la force des hommes, incarnation de la virilité, et la franchise et la sincérité du regard des femmes. On voit il y a une nudité des corps qui correspond à une transparence des âmes. Cette île est idéalisée. C'est un monde paradisiaque, c'est un lieu rêvé, qui ne se situe nulle part. Et c'est une création de l'imagination baudelairienne qui aspire, du coup, à l'idéal avec un I majuscule. Le second mouvement du vers 9 au vers 14, je vais vite, je sais, mais il faut avancer. Il y a un rappel du rôle de l'odeur de la femme, hein, au vers 9, encore une fois. Le vers 9 entre en écho avec le vers 1 et 2. Quand les yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Après avoir suscité un paysage luxuriant, plein de silhouettes, l'odeur de la femme évoque un port. Hein. L'île n'est donc pas complètement sauvage. Elle porte les marques de la civilisation. L'adjectif charmant signifie ici fascinant, c'est-à-dire envoûtant, etc. Il le dit, envoûtant, les climats de l'île captivent le poète, comme le fait l'odeur de la femme. Encore une fois, on a l'évocation du port, vers 10 et 11, qui évoque le voyage, l'évasion. Cette nouvelle vision va se mêler à la sensation olfactive qui va la faire naître.
Il y a une abondance de bateaux, il y a beaucoup de bateaux qui suggèrent une activité très intense dans ce port. L'île est en fait en mouvement et les navires vont et viennent. Voilà. Donc, du vers 12 à 14, vous avez là l'élan véritablement vers l'idéal. Il y a plusieurs sensations qui fusionnent, comme le souligne la conjonction de coordination pendant que, sensations visuelles, olfactives, auditives, elles sont toutes agréables. Et, les navires sont beaux, les couleurs de la végétation, l'harmonie du chant, euh, le parfum des arbres, la douceur de l'air, les cinq sens sont sollicités. Et voilà, le poète baigne dans une espèce de, de fête de sens, des fêtes des sens, sans excès, sans dissonance, tout a l'air tout à fait harmonieux. Encore une fois, hein, c'est cette sensation originelle, là, l'odeur, la sensation olfactive, qui fait naître d'autres sensations qui vont se répondre harmonieusement. Euh, du coup, cela illustre une idée très chère à Baudelaire, vous avez sans doute vu, qui est la correspondance. Au début de Fleurs du Mal, il explique que l'idée que les correspondances existent entre les différentes sensations, c'est-à-dire les parfums, les couleurs, les sons se répondent, c'est ce qu'on appelle aussi les synesthésies, du grec sunaesthesis, qui veut dire perception simultanée, c'est-à-dire le phénomène par lequel une sensation objectivement perçue s'accompagne de sensations supplémentaires qui viennent solliciter des sens différents. Et ici, la sensation olfactive de l'odeur s'accompagne de plusieurs autres sensations, encore une fois. L'unité et l'harmonie des différentes sensations sont rendues sur le plan du son, sur le plan phonique, par l'harmonie sonore de la strophe, qui est pleine de rimes très riches, une allitération en M au vers 14. Allitération en M au vers 14, se mêle dans mon âme au chant des mariniers, se mêle dans mon âme au chant des mariniers, vous voyez, c'est très chantant, le mot âme résonne dans cette phrase, je trouve, du coup. Se mêle dans mon âme au chant des mariniers, voilà, quelque chose... euh, euh, la position du mot âme, là, dans le dernier vers, est très important, et, notamment dans un sonnet, ce qu'on appelle la pointe ou la chute du sonnet. Il révèle le passage d'une expérience sensuelle et sensorielle à un élan spirituel. Et la rêverie du poète révèle justement son aspiration à l'idéal, au fond à l'absolu. Grâce à elle, grâce à cette femme, qui est plus qu'une femme, du coup, il s'est élevé vers l'idéal. Voilà. Donc, Parfum exotique, c'est un des sonnets réguliers de Baudelaire, un des sonnets réguliers des Fleurs du Mal. Il montre que Baudelaire maîtrise parfaitement les règles formelles, parce que tous les éléments du poème contribuent à son effet général, c'est-à-dire suggérer un univers parfait, tout en beauté et en harmonie, qui peut représenter l'idéal du poète. Il met en valeur le rôle essentiel de la rêverie, qui permet à Baudelaire de s'échapper du réel, le réel qui, lui, par contre, par opposition, est source de spleen. Euh, voilà pour Parfum exotique. Je pense que je vais pouvoir en faire une deuxième aujourd'hui. Voilà. Merci de votre attention. Restez chez vous.